bonjour à toutes et à tous. Bon, on est aujourd'hui là pour finir de parler de la thermorégulation, de la thermogenèse. Bien sûr, cette augmentation de métabolisme basal, elle va augmenter la production thermique, donc tendre à augmenter un peu la température du noyau central, ça tombe bien puisqu'on est face à un refroidissement, d'accord? Et si l'exposition au froid perdure, souvenez-vous, le relais est pris par les hormones thyroïdiennes. Dans un deuxième temps, ou exactement parallèlement dans la même démarche, avec un petit peu plus d'inertie, il y a possibilité de mise en jeu d'une autre forme de thermogénèse, qui est la thermogénèse issue de la graisse brune. Alors, classiquement, c'est la méthode de thermogénèse des hibernants. Les ours, par exemple. Normalement, vous soignerez assez peu d'ours dans votre cabinet plus tard. Il y a des exceptions. Et on a longtemps pensé que chez l'humain, le tissu de graisse brune était vestigial, donc n'avait quasiment aucun rôle notable, sauf chez le nourrisson, où il est un petit peu plus présent. Et puis, les travaux récents ont mis en évidence que cette vision un petit peu rigide était probablement inexacte. Les humains exposés régulièrement au froid, et ça a été montré chez les travailleurs en Alaska, eh bien, se mettent à exprimer le phénotype graisse brune plus fortement dans les zones habituelles de la graisse brune, et sont capables de mobiliser la thermogénèse de type thermogénèse de graisse brune. Je vous rappelle, la thermogénèse de la graisse brune, c'est activation du métabolisme oxydatif des lipides dans les cellules adipocytaires, découplage au niveau mitochondrial, et donc production d'énergie thermique. Au lieu d'avoir une production massive d'ATP, on a surtout une production massive d'énergie thermique. Donc ce tissu adipeux brun, il peut jouer un rôle chez l'humain lorsqu'on est chroniquement exposé, ou de façon récurrente exposé au froid. Et l'un des grands fantasmes, bien sûr, de la médecine moderne, c'est de pouvoir transformer le tissu adipeux blanc, qui est un tissu de stockage, en tissu adipeux brun chez des patients en surpoids, ce qui permettrait, en les exposant au froid, eh bien, d'augmenter la déperdition thermique par ce biais et donc de faire réduire la masse de tissu adipeux blanc devenu brun. On sait qu'il y a un switch possible de l'un vers l'autre. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué qu'on ne l'espérait, et aujourd'hui, il n'y a pas d'application encore pharmacologique. Cette thermogénèse endogène n'est pas toujours suffisante, et il faudra y adjoindre une thermogénèse musculaire. Je vous rappelle, le rendement de l'activité musculaire n'est pas un très bon rendement. En gros, 75 à 80% d'énergie thermique et seulement 20 à 25% d'énergie mécanique. Donc finalement, lorsqu'on met en œuvre l'activité musculaire, on génère essentiellement de l'énergie thermique. Ça tombe bien, c'est ce que l'on cherche ici. Première mise en jeu, c'est tout simplement l'augmentation du tonus musculaire. L'augmentation du tonus musculaire qui va, via le recrutement donc, de muscles habituellement impliqués dans la posture, eh bien, augmenter un petit peu le débit d'énergie et en particulier la production d'énergie thermique. Bien sûr, la perception que vous en avez dans ce cas-là, eh bien, c'est une augmentation de la raideur des membres. Et vous le savez tous, lorsqu'on est exposé au froid, on perçoit cette raideur des membres. On se sent engourdi, on se sent un peu raide. C'est typiquement l'augmentation de tonus, en partie médiée par le système nerveux végétatif orthosympathique, qui augmente notre consommation d'énergie thermique, d'énergie chimique, et notre production d'énergie thermique via cette augmentation de tonus. Et puis, si ça ne suffit pas, eh bien, il y aura un recrutement d'un autre phénomène musculaire, qui sont les frissons, qui sont des contractions de haute fréquence, multiples, de muscles antagonistes, qui n'ont pas d'effet sur la mobilité. Heureusement, il n'y a pas de motricité, les bras ne barrent pas dans tous les sens, sinon ça serait un peu inquiétant pour le public. Mais par contre, ces petits mouvements vont consommer de l'énergie chimique, vont produire de l'énergie thermique en bonne quantité et n'auront pas d'effet notable sur la motricité. Et c'est souvent un signe que vous n'avez pas été capable de recruter assez d'énergie thermique avec les trois autres phénomènes. Et bien à ce moment-là, les frissons viennent vous indiquer qu'on est un peu rendu au bout des adaptations classiques possibles. Et généralement, l'étape d'après le frisson, vous le savez tous, eh bien, c'est l'augmentation de la motricité volontaire. On se met à bouger, à se taper sur les bras, à s'agiter un peu. On augmente sensiblement du coup la production d'énergie thermique due à l'activité mécanique structurée. Alors, je vous ai résumé dans la diapositive suivante à nouveau ces phénomènes de façon un peu cohérente. On va passer assez rapidement dessus, parce que c'est un peu le redit de ce que je viens de vous raconter. Exposition au froid, perception, intégration au niveau de l'hypothalamus postérieur, réponse avec augmentation du tonus musculaire, puis si nécessaire frisson, horripilation cutanée, ce qu'on appelle le phénomène de chair de poule. Alors, classiquement, c'est un moyen de défense très intéressant pour diminuer les échanges par convection. L'idée, c'est de trapper dans la fourrure
de l'air. Et en bloquant cet air, eh bien, cet air se met à température de contact cutané, et du coup, il n'y a plus d'échange, donc il y a une moindre dissipation. Bon, bien sûr, chez l'humain, vous aurez remarqué que ce n'est pas majeur. Si vous avez une belle-mère dans vos relations qui est très velue, normalement, l'humain n'est pas un animal assez velu pour bénéficier de l'effet d'horripilation en termes de thermodynamique. Il y a une espèce et généralement, l'état d'appel qui suit, vous savez tous, eh bien, c'est l'augmentation de la motricité volontaire. Pourquoi? Parce qu'il va alterner cette phase de thermogenèse et de thermolyse avec des poussées fébriles, et chaque fin de poussée fébrile se traduisant par une dissipation thermique importante. On va se placer à un pH relativement acide, qui peut descendre jusqu'à pH 2, de telle sorte que les protéines vont se charger positivement. C'est ce que vous voyez ici complètement à gauche de ce graphe, où vous avez symbolisé ici avec ces particules roses les protéines chargées, vous le voyez, plus ou moins positivement. Et de fait, la résine, donc la colonne de chromatographie, va contenir un support qui est chargé, lui, négativement, pour permettre cette interaction, donc qui n'a rien de spécifique, qui est seulement lié aux charges entre les molécules à séparer et le support. Et ensuite, on va éluer progressivement les protéines qui ont pu être retenues sur la résine en appliquant soit un gradient de pH, soit en augmentant la force ionique de la solution qui va couler au travers de la colonne. Dans l'exemple que j'ai choisi ici, c'est la variation de la concentration en sel qui permet de décrocher, ce qu'on dit éluer, les protéines qui ont pu se fixer. Donc la situation de départ est celle-ci, où tous les solutés sont chargés positivement et liés ici au support. En appliquant, vous le voyez, une solution de lavage qui est faiblement concentrée en sel, seules les protéines qui ne portent qu'une faible charge positive vont être éluées. Et c'est au fur et à mesure donc, que l'on va appliquer des solutions de lavage avec des concentrations salines plus importantes que l'on pourra éluer les protéines qui, elles, portaient de plus en plus de charges positives. Cette méthode qui vous a été présentée donc, pour les acides aminés, certainement par M. Perret, s'applique parfaitement aux protéines. Première technique. La deuxième technique très souvent employée dans le domaine de la séparation des protéines est celle, encore une fois, que vous connaissez, que l'on a pu appeler tamisage moléculaire ou bien gel filtration ou exclusion sur gel. Tous ces termes rappellent ici que la séparation va se faire selon la taille et donc indirectement la masse moléculaire des molécules à séparer, donc des protéines. Le principe général est le suivant, c'est de disposer d'un support qui ressemblerait en fait à un gel réticulé dont les mailles sont finalement suffisamment serrées pour empêcher les molécules de grande taille de pénétrer au travers de ce gel. Par contre, les plus petites molécules, elles peuvent s'insérer en quelque sorte dans les mailles de ce filet, être retenues un certain temps donc, dans le support, dans la colonne, et être éluées de manière retardée par rapport aux molécules de beaucoup plus grande taille. C'est ce que l'on voit ici sur ce petit schéma qui rappelle le principe. Tout en haut à gauche, vous voyez ici quel est l'esprit de ce
le principe de cette méthode-là. Vous avez représenté ici en rose ce qui pourrait être assimilé à une bille de ce gel, au support lui-même, un support qui semble être réticulé, avec des mailles plus ou moins étroites, où seules les petites molécules, ici figurées avec les toutes petites billes rouges, permet à ces petites billes de les accaparer un temps, les retenir sur la colonne avant qu'elles soient éluées. Tandis que les molécules de plus grande taille, indirectement donc de masse moléculaire plus élevée, ici représentées en bleu, vont être plus rapidement éluées du support, éluées de la colonne comme on le voit là. Alors que les petites ici sont retenues plus longtemps et ne seront éluées que plus tardivement. Séparation par tamisage moléculaire, donc séparation, je le répète, selon la taille. On peut apprécier la taille d'une protéine, d'autres molécules, grâce à cette méthode, car en effet, il existe une relation entre le volume d'élution, c'est-à-dire le volume qui devra être appliqué sur la colonne pour faire sortir de la colonne. Selon les molécules à séparer, on peut les charger de manière positive ou négative. En ce qui concerne les protéines, comme d'ailleurs les acides aminés, très généralement, la résine est chargée négativement.